que chaque fois quand c'est un peu... Alors, on verra. On verra bien ce qu'il en sort et s'il en sort quelque chose. Et voilà. Carrément, d'ailleurs, mais j'ai beaucoup de plaisir à interagir avec toi. Je repensais ce matin, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, en fait, que quand tu m'as approché, je trouvais que tu avais beaucoup plus de courage que moi à montrer ma tronche. Tu vois, j'ai vachement, tu vois, je suis dans un exercice dans ma vie en ce moment de faire un peu ma crise d'adolescence, à tâtonner, à faire peut-être des erreurs et tout ça. Et c'est de l'ordre de la quête personnelle. Et donc, j'ai beaucoup apprécié quand tu m'as contacté. Ça m'a, je trouve ça hyper inspirant et courageux. Bah, je t'avais dit, moi, c'était ce qui m'avait plu, qui m'avait donné envie de te contacter, c'était justement cette simplicité, cette authenticité dans le Ouais, partage que tu fait dans l'échange avec Max. C'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose avec Athème, il y a quelque chose avec cet homme. Et voilà, ça fait plusieurs fois qu'on échange ensemble et j'ai pas été. Enfin, c'est pas même pas j'ai pas été déçu, mais j'ai retrouvé justement ces aspects-là de cette authenticité, de cette vulnérabilité, de cette ouais, sensibilité ouais, que tu t'autorises. Enfin, et ça c'est beau. Et comme tu disais, bah, dans les stages, dans les retraites, dans les accompagnements qu'on peut faire avec des groupes, les gens viennent aussi avec cette volonté de déposer les armures et de se montrer au maximum tels qu'ils sont. Et ils ont la possibilité d'être confrontés justement à plein de facettes autour d'eux qui leur permet d'aller toucher ça, quoi. En tout cas, de le révéler, de le voir, de le voir face aux autres, avec les autres. mais carrément, c'est étonnant, c'est marrant, ça paraît simple ce que tu dis, en même temps, c'est tellement profond et vrai, parce que j'ai l'impression d'avoir grandi dans un monde handicapé émotionnellement, spirituellement, alors que d'apparence, les gens font des pieds et des mains, et il y a un manque d'authenticité, comme si les gens avaient réussi à, au lieu de combattre leur peur, hein, à faire semblant de ne pas avoir peur. Ouais. Ah, la Euh, connexion, l'image s'est arrêtée. Je ne savais pas si la connexion était encore bonne, mais Alors, j'ai effectivement l'image qui est figée, mais je t'entends ah toujours. ouais, toi Donc, aussi. Ah ça y est, ça a repris. ouais. Mais le son était Voilà. là. Et en fait, maintenant j'ai un amour tellement pour l'autre parce que finalement, je me rends compte la nécessité d'aimer tout le monde, son prochain, même le connard, parce que parce que tu te rends compte que personne finalement intentionnellement veut faire le bien. Des fois, j'ai beaucoup de voilà. Veut faire le bien ou le veut De faire faire le mal? de faire le mal, de faire le Ouais. mal, de faire le mal. Il faut que je comprenne le lapsus. Mais, euh, et voilà, donc moi en fait, j'ai des caractéristiques en moi que j'aime, mais qui, dans l'environnement où j'ai grandi, qui ont été source de malheur. Et tu vois, c'est comme si quand tu as un don, tu grandis avec un cœur que je pense tout le monde a, et suivant les environnements, tu deviens une menace, hein, où tu fais chier en fait. Parce que tu vois, on est quand même dans un monde où plus tu te conformes, plus tu rassures, d'une certaine manière. Euh, tu vois, et donc j'ai appris à petit à petit, j'ai compris la nécessité d'exister, de comprendre que le spirituel, il est ici et maintenant, il n'est pas dans l'au-delà. Bah, il sera peut-être dans l'au-delà, j'en sais rien, j'ai pas vu, mais je crois qu'il y a un travail à faire ici et qui est forcément au début inconfortable. Et donc, je joue en ce moment de me mettre dans de l'inconfort pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et, c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai du plaisir là à parler avec toi ou à faire partie de de retraites. J'en avais fait une il y a quelques années dans l'Oregon. Et au bout d'une heure ou deux, t'as l'impression que les autres, c'était tes frères et sœurs, quoi. J'ai du mal à utiliser ces termes parce que les gens vont croire qu'il y a un côté gourou, tu vois, parce que la société se moque vachement Oui. de tout ce qui est
spirituel Non, mais je et comprends ouais, parfaitement. ouais. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que dans la retraite où j'étais, à un moment donné, j'ai lu un texte et dans ce texte, il était exprimé que justement, euh, on a tous un joyau à l'intérieur de soi, voilà ce que tu évoques, et malgré les couches qui peuvent exister au-dessus de ce joyau et qui peuvent faire que notre personnage est perçu comme détestable à certains moments donnés pour certaines personnes ou dans certaines situations, si nous-mêmes, on a la capacité de voir au-delà de ces formes de personnages et de voir le joyau qui existe en chacun de nous, en chacun de soi, eh ben, on a une perception effectivement de l'autre qui est différente. Moi, j'ai toujours eu ça. Même le plus infime des connards, entre guillemets, il a quelque chose en lui. Et si on arrive à avoir cette flamme à l'intérieur de lui, ça change aussi la perception que l'autre a. Puis de se dire qu'après, bah, voilà, ce qu'il a mis autour de lui, il l'a mis pour des raisons de protection quand il était enfant, pour avoir ou de l'amour ou de la sécurité de ses proches la plupart du temps. Et après, eh ben, il a pu fonctionner comme ça. Et puis bah, tout le travail là, c'est justement d'aller déconstruire ça pour juste faire émerger le joyau qui est derrière, quoi. Ouais, carrément, mais c'est ce qui est fou, c'est que quand on fait ce travail, je- on accède à des niveaux de joie et d'émerveillement inconnus, quoi. Ou en tout cas, on assume peut-être nos capacités d'émerveillement qu'on a depuis l'enfance, qui sont éteintes petit à petit. Euh, et moi, naturellement, depuis que je suis tout petit, j'arrive pas ni à juger ni à détester. Et après, dans le monde dans lequel on vit, il faut toujours montrer patte blanche et pouvoir dire clairement à l'autre, voilà, là, je déteste cette situation, il y a toujours ce côté de faire semblant d'être comme l'autre. Et alors que j'ai jamais pu avoir, donc aujourd'hui, quand je vois quelqu'un, un connard, quelqu'un de désagréable, je me pose d'abord, j'ai pas de jugement et j'ai plutôt le questionnement de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé pour en arriver à être comme ça. J'ai comme un désir de comprendre l'autre. Et, euh, et d'ailleurs, plus les personnes sont désagréables, plus je me rends compte qu'en fait, il y a une raison à ça, que, que leur, que en fait, ce sont des opportunités à chaque fois. Quand t'as un mec bien chiant, voire méchant, cruel et tout, il y a quelque chose je crois que j'ai du mal à l'articuler parce que mais je crois qu'il y a quelque chose qui est à, je crois qui nous donne les moyens d'accéder à nous-mêmes d'une certaine manière. Oui, Euh, et à la fois, parfois, c'est aussi en disant non et en disant stop, quelqu'un qui se comporte d'une manière qui est pas acceptable ou agréable à un moment donné. Il y a, au-delà, effectivement, de voir ces mécanismes et du pourquoi il le fait, c'est de dire, bah non, mais moi, ça, j'en veux pas. En tout cas, j'en veux pas dans ma vie, j'en veux pas dans mon environnement. Et je dis non, quoi. Et donc, je m'extrais de la situation, soit je dis à la personne que, voilà, ça suffit. Et que je vais pas accepter de subir, entre guillemets, une forme qui n'est pas juste à un instant T, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis souvent mal compris, parce que quand je dis il faut aimer l'autre, c'est c'est justement tout ce que tu viens de dire. C'est j'aime l'autre, donc je vais lui dire non. J'aime Mhm. l'autre, donc je vais. Tu sais, ça m'avait choqué dans le bon sens. J'ai fait des arts martiaux pendant longtemps, mais j'avais toujours, je croyais qu'en faisant des arts martiaux, je pourrais trouver l'équation pour pouvoir être gentil et pouvoir me défendre sans faire du mal à l'autre et tout. Et il y a un concept que j'ai compris. J'ai toujours cherché des- à comprendre un peu quel est le sens de nos vies dans cette vie. Et petit à petit, dans mes recherches et dans mes tâtonnements, j'ai découvert que il y avait une nécessité pour nous d'honorer ce cadeau qu'on a en nous, ce joyau que tu disais. Et la société, c'était normaux pensante,
nous fait croire que la vertu, c'est la gentillesse à tout craint. On y va, alors que c'est plutôt le reflet d'une société qui cherche à nous, Nous à nous, lycée. nous lisser, nous contrôler, parce qu'il faut bien que tout le monde ait de l'électricité et des ressources, bref. Et, euh, et un jour, je demande à mon sensei, il est septième dan, c'est un mec hyper gentil, qui va à l'église, chrétien, mais d'une gentillesse incroyable. Et donc, j'adore, sans me rendre compte, poser des questions inconfortables. Et je lui demande, mais si un jour tu te fais agresser dans la rue, tu sais pas le mec, ils sont là, il y a un risque que tu meurs, est-ce que tu tues l'autre? Tu vois? Il me dit, ouais, avant de me poser des questions, sans hésiter. Et ça m'a trotté, je me suis dit, mais attends, et à l'époque, je comprenais pas, je me dis, mais attends, le mec, c'est soi-disant un mec bien et tout, et là, il me dit qu'il peut tuer et tout. Et après, j'ai compris que, en fait, l'amour, c'est aussi la nécessité d'être d'être, d'exister tel qu'on doit l'être avec notre lumière, et que peut-être le mal qu'on fait en disant non, en tuant l'autre, je suis pas en train de faire la promotion de ça, mais ce que ça m'a fait réaliser qu'en fait, à des moments, je crois que la vie nous teste avec des rencontres plus ou moins extrêmes. Et c'est là où la révélation de notre lumière est nécessaire. C'est-à-dire que je prends l'image pour essayer de simplifier. Si quelqu'un t'agresse ultra violemment, quand tu es en défense, tout ça, tu lui, entre guillemets, tu montres ton amour à l'autre en te défendant. C'est comme si l'autre avait un désespoir et il te faisait chier en disant, et quand tu lui dis non, comme tu disais tout à l'heure, bah là, tu lui donnes l'amour qu'il attend. Pas, tiens, je t'accepte avec ta connerie, tu vois. C'est marrant, parce que c'est l'image qui me vient, bah, c'est finalement, c'est tu poses à l'adulte en face de toi la limite qu'il n'a pas reçue en tant qu'enfant, où il avait besoin d'un contenant un peu solide, un peu yang, un peu mâle, homme si tu veux, qui lui a pas dit, bah non, là, tu vas pas jusqu'à taper ton petit frère ou le chat ou détruire les meubles de la maison, c'est stop. Et bon, bah, si on lui a pas appris à un moment donné certaines limites, bah, dans la rue, il va agresser en tant qu'adulte d'autres personnes. Et là, tu lui dis, bah non, je suis pas ton père, mais on t'a pas appris les bonnes manières. Et moi, je te dis, OK, dans ce genre de circonstances, si tu t'attaques à moi, bah, tu vas trouver quelqu'un qui va répondre. Et là, ma réponse, et non pas ma réaction, c'est de te dire que c'est pas acceptable. Et donc, si je dois te mettre un coup de poing dans la gueule, je te mettrai un coup de poing dans la gueule, quoi. Bah ouais. Mais ce qui est génial, c'est que l'autre, en même temps, aussi te rend service parce qu'il te force à être en cohérence avec. Ça, Parce que. Ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est tout. Non, non, mais j'ai vécu un truc comme ça quand j'étais étudiant à Paris et je sortais dans la rue avec un copain et je croise un SDF sur le trottoir et on se touche, tu vois, donc épaule contre épaule, involontairement tous les deux et je dis, bon, ok, excuse-moi et le gars, il avait un sac à dos, il dépose son sac à dos et visiblement, il veut en découdre, il n'accepte pas d'avoir été touché. Moi, je lui dis, mais non, mais moi, je veux pas me battre. Donc, je recule, mais en marchant face à lui quand même, parce que je lui tourne pas le dos, tu vois, je le sentais un peu agressif. Et le mec, vraiment énervé, qui voulait en découdre, je lui dis, non, je veux pas qu'on se batte. Il voulait que se batte, et il est hors de question. Et j'ai vu que le mec, en fin de compte, il allait pas lâcher. Et là, j'ai dit, bah, c'est moi ou c'est lui. Et j'ai tapé le premier. Je lui ai mis un coup de poing, il est tombé par terre, et après, moi, je suis parti, tu vois. Et tu vois, je voulais pas me battre, mais là, j'ai compris que c'était une question pas de dehors de la survie, c'était moi ou lui, et c'était celui qui tapait en premier qui avait raison, entre guillemets, tu vois, ou voire qui mettait un terme au truc. Et parce que lui, il n'allait pas lâcher. Et alors, j'aurais pu effectivement fuir en courant dans l'autre sens, mais là, ce qui m'est venu, c'était de taper, tu vois. Et donc, je crois que c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai tapé sur quelqu'un. Et Moi, je trouve, moi, je comprends ça que depuis quelques semaines. En fait, je crois ça fait longtemps que je cherche à comprendre l'amour, hein, pas l'amour lié à l'attachement, l'amour qu'on nous fait croire dans les films. Et je me suis toujours interrogé entre les textes que j'ai pu lire religieux, des trois religions, tout ça, de lire aussi des grandes figures spirituelles qui ont sorti plein de bouquins sur l'amour. J'ai jamais
jamais j'aurais pu penser que l'amour c'était aussi riche, complexe et simple à la fois. Et ça fait quelques années où j'ai la persuasion, je suis persuadé que l'amour, la vérité et l'univers ou Dieu, c'est la même chose. Et en fait, quand toi, tu agis, c'est une forme d'expression de vérité, c'est l'amour. En fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est que quand tu as foutu le coup de poing, tu lui as donné l'amour qu'il attendait. Quelque chose ça m'est arrivé une fois, c'est marrant, j'ai quelqu'un qui, à l'époque, j'avais 15 ans. Moi, j'ai toujours été une crevette, j'avais jamais envie de me battre et tout, et pourtant, j'étais dans des environnements de banlieue de merde, ultra violents, avec des racailles. Ça m'a vraiment saoulé. Et un jour, quelqu'un fait une blague et dit à une brute de l'école, Tiens, il y a Athème, il a dit qu'il te prend à n'importe quel moment, tu vois. Et le mec vient me voir, genre au milieu de la journée à l'école, il me dit, Ouais, à ce qui paraît, t'as dit que tu pouvais me prendre et tout. Le mec, il était un peu plus petit que moi, mais ramassé. Il faisait de la boxe et moi, je savais rien, quoi. Et donc, il me dit, ouais, je t'attends à la sortie de l'école à 5 heures quand on a fini, tu vois. Et je suis, oh merde, putain. Donc moi, la journée se termine, je me barre, je me cours pour me barrer pour pas avoir... Et là, je réalise que toute l'école avait entendu. Et au moment où je sors, il y a 40 personnes qui attendent à l'extérieur pour voir le combat et tout. Et moi, je me dis, merde. Et donc, j'ai pas pu réussir à m'échapper. Et je me retrouve dans la rue avec ce mec en face de moi, entouré je sais pas moi, 40 personnes qui regardent, qui voulaient voir le spectacle. Tout le monde était sûr que le mec allait me défoncer et tout. Et là, il m'avait énervé, ça m'a saoulé. Et donc, je me mets à me battre comme un chiffonnier, hein. Et à la fin, à force de lui foutre des pains et tout, il recule, il me dit, c'est bon, t'as gagné et tout, hein. Et, euh, et je repars. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et 5 6 ans après, je me balade dans la rue, je vois une personne, une figure familière, je n'arrive pas à me rappeler, mais je me dis, je l'ai déjà vu. Et on se croise et je me dis, c'est bizarre. Et que dans le doute, je lui serre la main. Et après, je trace et je réalise que c'était le mec avec qui je m'étais battu auparavant, tu vois. Et donc, c'est quand même étonnant de voir. Et depuis toujours, depuis mon enfance, j'ai la vie qui me challenge vachement pour que je prenne mon rôle de vérité à des moments, comme tu disais, de pouvoir exister, dire non à l'autre, foutre un pain éventuellement, alors que j'ai toujours assimilé l'amour à être simplement inoffensif. Ouais, c'est ça, la bienveillance, la merveilleuse, horrible bienveillance dont on doit tous faire l'objet pour être apprécié de tout le monde et qui effectivement est à vomir dans le sens où elle t'amène à être à, à nier des grosses parts de toi ou quand tu as besoin d'avoir cette énergie pour te défendre, pas forcément que physiquement, mais pour juste te positionner, bah, tu dois l'utiliser, quoi. Et tu ne dois pas dire amen et te plier à n'importe quelle exigence. Sinon, c'est toujours celui qui gueule le plus fort et qui a raison. Et non, ça marche pas comme ça, quoi. Mais exactement, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelque chose évidemment, de divin chez l'humain, et toute ma vie, j'ai été challengé pour prendre ma place. Notamment mon expérience avec les femmes qui est hyper intéressante, c'est un truc cosmique. Toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, elles avaient une sorte de brillance pour camoufler le fait qu'elles avaient un désir que je mène la barque. Et donc, moi, je voulais juste courir dans les prés, quoi, avec ces femmes-là. J'avais pas envie de prendre ma place. Je voulais juste faire la rencontre d'âmes. Moi, j'avais pas envie d'être dans des choses codifiées, hein. Et à chaque fois, toutes ces femmes ont trouvé le moyen de pouvoir me tester pour savoir si je pourrais être à la hauteur dans certaines situations. Et et ça passe par des trucs à la con. J'ai, J'avais cette fille qui voulait qu'on échange souvent en texto et je lui dis non, je suis occupé, je travaille, laisse-moi et tout. Et puis un jour, un jour, elle me dit bon, bah c'est bon, alors là, je vais à l'hôpital, quoi. Alors que c'était du pipeau, hein. Et là, je suis énervé, je fais putain, je suis vraiment malade et tout. Et puis après, j'apprends que c'était des conneries et donc je mets les limites. Je lui dis attends, tu déconnes et tout. Et donc, j'ai été ultra autoritaire avec elle et en fait, elle était contente. C'était pour elle, c'est bon, il a réussi le test.
il s'est imposé, tu vois. Donc, c'est comme s'il y avait un désespoir, j'utilise l'exemple de la femme, et je pense qu'il existe chez tous les humains, un désespoir de chercher chez l'autre une forme de sens et de fiabilité. Et donc, on fait le con pour savoir, putain, est-ce que Vincent, il est fiable? Je vais essayer d'être, comment dire, euh, difficile et insupportable, et on va voir comment il réagit, hein. Et tu vois, Jusqu'où il va accepter. au risque de faire péter la relation, tu vois. Ouais. C'est fascinant quand tu commences à faire un travail vers l'amour, où finalement, tu as moins de jugement, et puis que tu vois les mécanismes humains basés sur un désespoir, une recherche de sens. C'est c'est comme si, en fait, soit on prend son chemin, ce qui est difficile parce qu'on sait que ça va avoir un prix. Tu peux te retrouver isolé au banc de la société. Soit tu développes des mécanismes pour camoufler la question en mettant des piles et des piles d'activités diverses, aller au boulot, payer les factures, et, organiser les vacances. Et, aujourd'hui, c'est bizarre parce que je suis beaucoup plus heureux qu'avant, mais aussi beaucoup plus triste. Comme si, voilà, j'accepte, j'accepte que la vie, c'est pas la joie, c'est pas, c'est le. Je comprends maintenant que il y a une confusion dans ce monde entre le bonheur et un sentiment euphorique, hein, qu'on veut nous faire croire qu'il faudra avoir en permanence. Oui. Et qui amène dans une quête inaccessible parce qu'effectivement, ça marche pas comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Et à la fois, tu vois, enfin, je sais pas, dans ce que tu me dis, parce que moi, aujourd'hui, la vie est plutôt très joyeuse aussi, mais je vois pas la tristesse que tu évoques. Et c'est comme si, peut-être que là, aujourd'hui, le fait que ce soit aussi beaucoup plus joyeux, mais et que tu sois dans cette démarche-là, tu laisses remonter, en fin de compte, la tristesse qui a peut-être été contenue, mise dans des couches depuis un certain temps, et elle s'exprime aujourd'hui naturellement, mais jusqu'au jour où, bah, quand tu la laisseras, quand tu auras laissé sortir les dernières gouttes, elle aura plus vraiment besoin de venir te toquer à la porte et s'exprimer. Et parce que ouais, j'ai une vision effectivement de la vie plutôt joyeuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations confrontantes, qu'il n'y a pas des situations que tu préférerais ou que je préférerais ne pas vivre, mais le recul par rapport à ces situations ou la rapidité avec laquelle les émotions passent fait que bah, ça reste quand même joyeux. Et puis bon, bah ok, ça fonctionne pas ou ça va pas dans le sens que je veux, bah, c'est juste que j'ai à aller voir ailleurs, tu vois, et puis ça continue à circuler, mais il y a plus les accroches d'avant de non, non, je veux absolument que ce soit ça, ou c'est Ouais. incroyable ce qui m'est arrivé et je m'y accroche pendant des jours, des mois, des semaines, et du coup, là, effectivement, bah, le quotidien devient pesant potentiellement, quoi. Ouais, mais oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que c'est à un moment donné de mon chemin, j'ai l'impression que la vie, c'est d'accepter toutes ces émotions. Et la tristesse, pendant longtemps, je l'ai fui en la mettant sous le tapis, et même en mettant des couches de honte par-dessus en plus, tu vois. Donc, et aujourd'hui, j'assume, j'ai pas un désir d'être triste, mais je, je les accepte. Et toi, tu es en train de me dire que peut-être que la tristesse, c'est quelque chose qui doit couler, et que, en fait, Mm. Non, mais je te dis ça, en fin de compte, c'est que comme jusqu'à présent, tu l'autorisais pas, et en plus, tu disais que tu mettais de la honte par-dessus, le fait que là, tu t'y autorises, bah, de fait, ça peut remonter, ça peut circuler, et si tu t'y accroches pas, effectivement. Mais c'était dans la formulation où tu as dit, bah, voilà, je vois la vie de plus en plus joyeuse, mais je la vois aussi de plus en plus triste.
Et c'est là où juste, peut-être que c'est juste, comme tu dis, des passages où il y a de la tristesse qui remonte, ce qui ne veut pas dire que la vie soit triste. C'est Oui, oui, non, c'est je me juste suis mal exprimé. c'est juste l'émotion que tu vis sur l'instant, tu vois. Je m'interroge, est-ce que c'est l'émotion? Parce que peut-être que c'est toi qui, 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 qui me reflète ce que je devrais peut-être atteindre. Maintenant, j'ai de moins en moins de problèmes avec la tristesse et genre, bon, bah, c'est là. Quand je dis la tristesse, c'est pas comme un, comment dire, c'est comme si, ben, il y a des regrets, il y a des trucs, et qui, à chaque fois que j'y pense, me font de la peine. Et maintenant, j'accepte que ça fait partie du spectre, des émotions, mais je dis pas que la vie, c'est comme si c'est tout ça qui faisait la beauté de ma vie. J'ai pas d'angoisse à me, tu vois, je Non, mais tiens. tu as exactement mis le mot dessus, c'est-à-dire que tu peux voir la beauté de la vie dans la tristesse. Ouais, Comme on peut voir la beauté de la vie dans la souffrance, et le jour où on voit la beauté de la vie dans la souffrance, d'ailleurs, c'est même plus, enfin, ça n'a plus la connotation lourde qu'on peut mettre sur la souffrance. Ok, il y a un moment donné, je vais dire même plutôt de la douleur plutôt que de la souffrance, dans le sens où la souffrance, et je m'y accroche, alors que la douleur, bah oui, je peux avoir une douleur physique, je peux avoir une douleur émotionnelle, mais si j'en fais rien, je la vis et elle finit par me traverser et ça passe. Et ça passe d'ailleurs très vite si je suis en totale acceptation, mais je peux y voir la beauté. Comme tu dis, c'est une des facettes de la vie, sauf que jusqu'à présent, c'était des facettes qu'on pouvait refuser. Et donc, le fait de le refuser, eh ben forcément, non, ça va bien dire, attends, ça c'est aussi la vie. Tant que tu le refuses, ça va se représenter à toi et ça va se représenter de plus en plus fort jusqu'au jour où tu vas dire oui, quoi. Et tu vois, là, je vois le pas d'humilité, c'est ok, c'est la vie, c'est plus grand que moi. Et si là, je dois vivre de la tristesse, si je dois vivre de la souffrance, bah oui, je vais dire oui parce que sinon, je vais continuer à souffrir encore plus et ça exactement. va être de plus en plus désagréable, quoi. C'est toujours émouvant de voir chez l'autre des fois, qu'il a traversé certainement des choses et qui me rappellent, moi aussi mon vécu. C'est comme, là, c'est marrant parce que je suis toujours ému de voir quelqu'un qui est arrivé à des expériences, je ne peux pas dire similaires à la mienne, mais en tout cas qui arrive à des... On arrive toujours aux mêmes conclusions, aux mêmes... Ouais, au même point genre, ouais. t'as la vie c'est tellement grand, tu t'inclines, vas-y, vis là, et puis donc l'idée c'est d'accepter tout ce que la vie te balance, mais sans t'y attacher. L'idée c'est pas de mettre sur un piédestal ou sur un trône la tristesse, la mélancolie d'être, tu vois, je pense que la vie, c'est quand même un truc lumineux, joyeux, euh, et mais que il y a vitalité dans tout. Même, tu vois, tu prends la tristesse, tu la prends, tu la regardes, tu lui souris, mais tu la transformes pas en déesse ou un truc. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je comprends ces choses-là aujourd'hui? J'ai presque ce regret, pourquoi on m'a pas expliqué ça avant? Comme si j'avais... Je suis en train de m'interroger en ce moment, en même temps de ce qu'on parlait, c'est que est-ce que peut-être le principe de la vie, c'est pas d'être cette école et que tu peux pas... C'est pas un jeu vidéo, on te donne tout. Je pense que... Tu, tu vois, Non, vas-y, vas-y. c'est comme si en fait on peut pas... On peut aller à l'école, on peut apprendre tout en biochimie, physique quantique, nucléaire, philo, tout ce que tu veux, mais ça, c'est pas la vraie sagesse. C'est pas Oui. la, c'est du matérialisme. C'est encore, au même titre que les pensées, c'est encore, voilà, un système humain de réaction en Euh, chaîne. Voilà. J'en ai des frissons dans tout le corps. En fin de compte, euh, ma compréhension d'aujourd'hui, c'est que c'est pas possible. C'est-à-dire que même si quelqu'un t'avait donné le mode de fonctionnement, te l'avait expliqué noir sur blanc et t'avait dit, voilà, la vie, ça fonctionne comme ça. Et il faut que tu sois dans l'acceptation, il faut que tu reçois, enfin, tu vois, qu'il te décrit vraiment tout le processus, tant qu'en vérité, tu ne l'as pas expérimenté toi-même et, et réexpérimenté et que c'est pas quelque chose qui est devenu
un réflexe de soi, en fin de compte, qui fait que tu acceptes de te laisser traverser. Tu le vis le truc, tu l'as pas intégré à l'intérieur de toi, donc tu l'as compris intellectuellement, et c'est la différence entre, tu vois, je sais plein de choses parce que j'ai lu plein de bouquins, j'ai écouté plein de personnes, j'ai écouté plein de maîtres, plein de guides, sauf que bah, si j'ai rien fait enfin, j'ai rien fait descendre dans mes cellules, en vérité, je connais rien. Et le jour où, Ouais. par contre, ça s'expérimente dans le corps physique, dans les cellules, là, ça s'intègre. Et là, je passe du savoir à ce que moi j'appelle la connaissance. Et quand tu connais, tu sais. Et quand tu sais, tu sais. Et là, il n'y a plus de questionnement. Et là, il n'y a plus de recherche de savoir. Et là, tu n'as plus besoin d'aller chercher l'information dans un bouquin. Tu l'as vécu et tu sais. Et tu peux en parler comme là, t'en parles. Et du coup, c'est toi qui deviens ton propre guide et tu n'as même plus besoin d'avoir qui que ce soit à tes côtés ou d'aller voir un bouquin. Ça ne veut pas dire que tu vas pas aller le faire parce que tu as le goût et que parfois la façon dont quelqu'un va le dire va te faire un tilt et te dire mais putain, mais c'est ça que je sens, mais je ne savais pas comment mettre les mots exacts dessus. Et ça, c'est merveilleux. Mais tu es passé par l'expérience. Et comme tu dis, bah ouais, je pense qu'on est venu expérimenter ça, Exactement. découvrir cette vie et comment elle Exactement. fonctionne. Exactement. Et d'ailleurs, le fait de parler avec toi, je me sens béni d'une certaine manière. Je suis pas un religieux, hein, mais j'aime bien les termes, mais parce que je vois quelqu'un qui a fait un chemin et donc il peut offrir réellement qui il est. Alors que finalement, peut-être il y a 20 ans, on aurait eu une conversation conventionnelle. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans le Bah, monde? Conversation, c'est sûr. peut-être on aurait coché les cases pourquoi pas, mais ce que, ce qui est fascinant, c'est que en fait, je crois qu'on est dans le chemin, qu'on a une peur. On a peur parce que, de l'émerveillement. On est dans l'émerveillement, on fait ce travail, mais je crois qu'on y va à tâtons, tout doucement, parce que je réalise que tout le travail qu'on a fait, c'était plus peut-être pour accéder à cette intelligence que tu peux pas avoir à travers les livres, mais qui est finalement, je crois que ce qu'on découvre en nous, c'était ce qu'on avait quand on avait 5 mois, 1 an. On avait déjà ça. On était en fait plus intelligent à 1 an ou 2 que ce qu'on est aujourd'hui avec nos tâtonnements d'errance et de découverte. Parce que je me rappelle bien quand j'étais petit, j'avais vraiment. Je, je sais d'ailleurs pas pourquoi, c'est presque un de mes tout premiers souvenirs. Je voyais pas les gens, le monde comme séparés de moi. J'étais, Hmm. j'étais, j'étais, tout était de l'ordre de l'évidence, il y avait zéro questionnement et, euh, et c'était hyper beau et je me sentais seul parce que j'arrivais pas à avoir une réciprocité mais ce qui est fascinant, c'est que plus j'avance et plus j'ai l'impression de découvrir les sensations du petit Athème qui avait 1 an ou 6 mois, tu vois, et ça serait fascinant en fait de finalement, je sais que je l'ai lu dans des livres, mais de là à le ressentir, c'est autre chose, de faire cette boucle comme un peu dans L'Alchimiste, Paulo Coelho, où finalement on était assis sur le trésor depuis le début. Et, et je sais très bien que même en ce moment, je me réfrène d'afficher complètement ce que je ressens parce que j'ai tellement rencontré de personnes dans ma vie, notamment dans ma famille, incapables non seulement incapables d'accepter ma sensibilité, mais surtout que ce soit perçu comme un danger. Alors, tu vois. Quand tu dis que tu te réfrènes, c'est en règle générale dans ta vie ou là tout de suite dans l'échange qu'on a? Là, tout de suite, j'ai pas envie de chialer, par exemple, ou même dans la vie en général, mais pas comme une forme de. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a eu le décès de mon père,
j'ai pas pleuré, j'ai pas pleuré tout ça, et j'ai pleuré après. En fait, je pleure dans mon coin parce que j'ai grandi dans un environnement où en fait l'authenticité, la capacité d'amour, tout ça était une menace. Euh, et, euh, et donc, que ce soit dans ma famille, que ce soit en banlieue, que ce soit avec les racailles, hein, un exemple, enfin, et, et ces limitations sont liées aussi à un reflet de la société parce que je sens dans la société un système de protection qui fait que dès que tu assumes ton authenticité, ta sensibilité, ta capacité à recevoir certaines émotions, tout ça, c'est attaqué. Tu apparais pour une menace pour certains, pour la société, t'es un faible. Pour, alors que j'ai des capacités de force physiques ou intellectuelles que j'ai aucun problème à utiliser, hein. Mais je me sens plus à l'aise avec toi ou avec Max, avec des gens qui en tout cas donnent les signes d'une quête intérieure, hein. Et donc, c'est comme si en fait, tout le monde part d'amour, tout le monde cherche de l'amour, alors que personne finalement ne le veut. Euh, quand les gens n'ont pas envie d'être aimés, je me rends compte. Parce que si tu les aimes vraiment, ça met extrêmement mal à l'aise, parce qu'en général, ça veut dire que tu vois à travers ou à travers Oui, la personne, et là, la personne se sent à nu, et là, tu fais chier. exactement. Disons que ça peut être très déstabilisant parce qu'effectivement, les gens sont tellement habitués à fonctionner dans des codes et à mettre les modes de fonctionnement pour pas qu'on les voit, et les autres faisant la même chose, que ça leur convient. Et quand effectivement, ils en ont un en face d'eux qui voit à travers, d'où le malaise dans les silences, d'où le malaise dans le je te regarde dans les yeux, d'où le malaise dans je t'écoute vraiment, je t'entends vraiment. Et là, effectivement, ça peut être très déstabilisant pour des personnes qui ont pas du tout l'habitude de ça, quoi. Qui sont dans des occupations X ou Y ou dans un flot de paroles pour ne pas être confrontés à ça, quoi. Ouais, Mais moi, j'ai l'impression d'avoir ce don depuis tout petit, hein, où j'aime l'autre parce que je vois à travers les couches et le costume et tout ça, je vois et je suis touché tu vois, quand je te parle, par exemple, j'ai l'impression de voir le petit Vincent qui a 5 ans, j'ai l'impression de voir des vulnérabilités, mais pas dans le sens moderne, il faut absolument être vulnérable parce que ça, j'y crois pas trop, mais dans le côté j'adorais mon père, je l'aimais tellement que j'aimais chacune de ses rides de sa peau, que j'avais la carte de sa peau, je sentais son odeur, je sentais tout était assumé dans mon amour, hein. Et une fois, et, et- et le problème, c'est que surtout quand on a une forme, je sais pas si c'est une surdouance ou pas, on fait vraiment chier parce que on a des questions bien chiantes. Je me rappellerai toujours, j'avais un mec au boulot qui est arrivé et comme moi j'ai l'expérience de par mes rencontres dans ma vie, tout ça, et puis j'ai été obligé d'étudier certains aspects en psychologie, j'étais obligé pour comprendre ce qui m'était arrivé. Donc j'ai étudié tout ce qui est Cluster B Personality Disorder, ça veut dire les narcissiques avec les catégories borderline, narcissique vulnérable, enfin et l'histrionisme, tout ça. Et j'ai passé des années à comprendre et donc avec l'expérience, j'ai vu un mec au boulot arriver et en quelques heures en parlant avec lui, j'ai senti instinctivement dans ma chair que le mec était un narcissique. Et quand je dis narcissique, c'est pas un jugement. Je suis pas là en train de dire ah ils sont méchants. C'est Mhm. d'ailleurs en étudiant le narcissisme que j'ai affiné ma perception de l'humain parce que je pense que comme pour tout dans la vie, tout est information. C'est que de la sagesse qui nous est donnée. Et donc, et là, je vois bien les premiers jours, il était vraiment imbuvable, hyper arrogant, grand, avec un méga tatouage dans le dos. Le mec, c'était vraiment.
Et moi, je vois à travers, je vois l'insécurité, les angoisses et tout. Et au bout de quelques jours, il voit mon talent, donc il est impressionné. D'un seul coup, je vois les mécanismes du narcissique, il veut rentrer dans ta vie, il veut être ton meilleur ami et tout. Et j'avais l'habitude, euh, et un jour, il voit que ça marche pas, puisque il me demande qu'on aille boire des verres et tout. Et puis moi, instinctivement, je voulais pas le rejeter, mais j'arrivais pas, je peux plus être le nice guy, le bon gars, j'arrive plus. Il m'intéressait pas, alors qu'il avait un charisme artificiel incroyable et tout, et je voyais à travers. Et puis un jour, il me dit, tiens, tu peux pas m'aider, je dois aller chercher ma bagnole et tout. Je fais, ok, j'accepte. Et pendant qu'on est en train de rouler, je sais pas ce qui m'a pris, je suis là et je l'aimais bien en même temps, tu vois, parce que quand quand tu développes ta colonne vertébrale, ta capacité de dire non, comme tu disais tout à l'heure, à tout voir, il n'y a plus de menaces. Même le pervers narcissique, il n'a pas de prise. Et j'avoue que je suis Mm. là, et inconsciemment, je vais, comme un con, parce que j'ai mon hypersensibilité et une sorte de naïveté aussi. Je lui dis, tu sais, avec ton narcissisme, tu pourrais faire de grandes choses. Et je dis ça, et je me dis, mais attends, mais t'es con, quoi. Et il me regarde et tout surpris, mais il m'a pas dit, il n'a pas pris comme une insulte, mais il a, j'ai utilisé le mot narcissisme tu vois, pas pour lui dire t'es un pervers, tu vois. Ouais, ouais. Et quelquefois, j'ai eu dans ma vie des moments où ça part comme ça, et, et, et donc je me rends compte que des fois, avec ma sensibilité, je peux faire du mal, parce que des fois, j'arrive à aimer l'autre, alors que c'est comme si le monde veut que tu l'aimes d'une certaine manière, c'est-à-dire avec une recherche transactionnelle. C'est-à-dire, je pense qu'il y a même des femmes qui préféraient que je les aime pour que j'ai une attente sexuelle, on va dire, ou romantique, hein. Mais si je les aime vraiment, ça fait chier. Ça fait genre merde, putain, c'est pas ce qui était prévu. Et, et donc, voilà, aujourd'hui, je crois que aimer réellement, dans les errements de société, ça devient presque de la science-fiction, quoi. Ouais, mais voilà, avec le seul truc, c'est que avec ce que tu dis, tu peux pas en vérité faire de mal à l'autre, et quand bien même tu en fais à un moment donné involontairement, tu vois, c'est juste que tu viens toucher quelque chose qui est sensible chez celui qui est en face de toi, mais qui n'a rien à voir avec toi, et c'est juste quelque chose qui lui appartient, sur lequel tu mets le doigt dessus et tu révèles ça à la personne. Mm. Et tu viens juste faire œuvre pour ça. Et donc, si après c'est mal perçu, Ouais, bah, c'est pas grave, enfin, c'est la vie, quoi. voilà, enfin, c'est ça. Après, je veux dire, on a tous on a tous impacté des gens à un moment donné dans notre vie, sans le faire exprès, parce qu'on était tous là pour jouer ce rôle-là. Ça ne veut pas dire qu'on va aller volontairement titiller les gens et faire du mal, loin de là l'idée. Mais il n'y a pas de, ouais, il y a pas de faute. Voilà, c'est ça. Derrière, Non, il n'y a pas de, ouais. ouais, il y a pas de faute. Mais ça me fait réaliser qu'en fait, quand tu fais un travail pour, entre guillemets, d'émancipation ou pour essayer de trouver ta voie, pour rejoindre tes capacités d'amour, d'émerveillement, enfin, finalement, tu as l'impression que tu réveilles en toi. C'est comme si tu retrouvais l'innocence de l'enfant. T'as jamais remarqué, les gamins, ils sont là, putain, mais pourquoi ils sont mauvais, lui? Tu vois, un truc. Et l'innocence. Et je me demande si, finalement, est-ce que j'ai pas chez moi préservé une sorte d'innocence ou qui. Et et il y a les codes de société où finalement on t'apprend à être. Voilà, j'ai l'impression que cette société fait la promotion de la courtoisie avant de l'authenticité et d'être et d'aimer et d'être émerveillé. Et, j'ai un pote, il m'a fait chier à l'époque. Il voyait bien que j'étais trop gentil, trop naïf. Il me dit, Athènes, c'est marrant, tu pourrais te marier par courtoisie. Et, et ça m'a foutu les boules. J'ai- mais j'ai,
tout ça, en tout cas, bref, c'est un peu le reflet de ma peur d'être. Voilà, j'ai très peur d'être moi-même parce que je sais que simplement prendre sa place, ça a un coût pour l'autre. Et indépendamment de moi en plus. Tu vois. Pour l'autre, et c'est un coût pour toi aussi, dans le sens où il y a certains espaces, certains modes de fonctionnement que tu avais, que tu vas devoir laisser de côté. Et pour autant, je dirais le jour où tu es pleinement toi-même, tu ne poseras même plus la question de savoir enfin, ce que tu vas perdre ou pas. C'est la liberté que tu gagnes avec ça, enlève même le questionnement et du coup, t'es juste toi-même et enfin, ouais, enfin, c'est juste naturel en fin de compte, puisque t'es toi, tu te poses même plus cette question, tu vois. C'est quand tu es encore dans des mécanismes qu'il y a des trucs qui peuvent venir chahuter ou des peurs, mais le jour où tu es toi-même, tu n'as plus peur. T'es intouchable, tu es invincible. Pas physiquement, si on te tire dessus, oui, tu vas te prendre la balle dans l'épaule, ça va faire mal et il y a un impact, mais psychologiquement, on peut pas t'attaquer, quoi. Enfin, on peut rien te faire, ça va glisser. Toi, et par exemple, toi, est-ce que tu as l'impression d'être toi-même dans ta vie? De Question plus piège. en plus, de plus en plus, et à plein d'endroits encore non, bien évidemment. Euh, ça coule quand même de plus en plus sur moi et il y a de moins en moins de choses sur lesquelles je m'accroche. Mais il y a encore des événements, des situations ou des personnes qui viennent me faire réagir et où je vois bien que je suis pris. Alors la différence, c'est que bah, ça dure quelques minutes, quelques heures, une journée, tu vois, et que après je passe à autre chose. Alors qu'avant, je pouvais m'y accrocher des jours, des semaines, des mois, et ça m'a amené dans une vision très négative de la vie et de lutte. Alors qu'aujourd'hui, je suis heureux de vivre, je suis heureux d'être qui je suis. Je trouve que la vie est belle, j'ai la chance d'en profiter et d'accepter surtout ma vie telle qu'elle est, avec plein d'aspects qui m'inquiétaient avant, en me disant mais je suis décalé, je dois faire des choses, tu vois, je dois me mettre en œuvre sur certains aspects. Et là, en fin de compte, non. C'est tout ce que j'ai traversé, c'est ce que je devais traverser, et je suis parfaitement OK. Et je ne changerai rien du tout à ce que j'ai vécu. Pas une virgule, pas la fourmi que j'ai croisée un jour dans une forêt. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, je ne serais pas en train de te parler maintenant et je ne pourrais pas apprécier la vie comme je l'apprécie aujourd'hui. Et déjà, pour moi, tu vois, je suis un miraculé de la vie. En tout cas, j'ai une vision qui a changé totalement à 180 degrés. Et donc, Ouais. ne serait-ce que ça, tu vois, si je devais mourir demain, ce qui n'est pas du tout mon envie, bah, je meurs avec une beauté, une qualité de vision de la vie qui est déjà extraordinaire par rapport à toutes celles que j'avais en tête pendant des années, tu vois. Et donc, évidemment, ça se traduisait aussi dans mon corps qui était souffrant à plein d'endroits, avec des tensions et tout. Et là, c'est pareil, je me sens bien dans mon corps comme jamais je me suis senti et ça continue à s'ouvrir et je sais que ça va continuer. Donc, et je suis plutôt très confiant sur le futur. Ouais, non, hyper inspirant, ta, ta libération. T'étais sur Paris, je crois, non? J'ai été sur Paris pendant plus de 20 ans, ouais. Ouais, 20 ans. Je suis impressionné parce que s'extraire de Paris, cette influence intellectuello parisienne où il y a quand même un côté agréable d'être dans le tumulte et de se sentir. Et je trouve que c'est impressionnant parce que tu as décidé volontairement. T'as pas été, c'est une décision que tu as prise. Il n'y a pas eu un Ah oui, événement qui t'a non, non, je me poussé. suis réveillé un matin et là, je me suis dit, je vais voir mon boss et je lui dis que je veux arrêter et je pouvais pas continuer et j'ai pris la décision d'arrêter alors que je n'avais aucun signe dans la boîte enfin, mon boss était content de moi, ça se passait bien, j'avais un salaire confortable et j'aurais pu y être encore aujourd'hui, tu vois. Et non, non, mais c'était devenu vital pour moi d'arrêter parce que là, pour le coup, je pense que c'est mon corps qui aurait somatisé à un moment donné.
Mais moi, je trouve ça incroyable, cette vie, parce que tu as pris une décision que moi, je n'aurais jamais pu prendre. Et la vie m'a dit, bon, bah, il n'est pas prêt de se bouger le cul, donc on m'a balancé des baffes énormes, genre des tsunamis. Le décès de mon père, après moi, réaliser que je l'avais rejeté en grande partie à cause d'un endoctrinement, le divorce horrible, toute la façade que j'avais créée a pété. Tout ce que j'avais fait pour m'identifier à ce personnage a été désintégré. Et et j'ai bien eu 6 ans, 7 ans de genre, tu sais pas si tu vas y arriver, tu vois, ou tu sais même pas si tu vas être vivant, tu vois. Et puis, je suis admiratif que tu aies pris la décision parce que pour moi, sans les événements horribles, je sais pas si j'aurais eu le courage. Je sais pas si j'aurais le courage de dire, eh tiens, peut-être qu'il y a un truc à faire. J'avais en fait, entre les endoctrinements divers et variés, j'avais un désir pour moi de croire que la paix passerait par le conformisme. Si je faisais comme Mm. tout le monde, alors que tout en moi hurle d'authenticité, cherche un truc. C'est comme si tu es là avec l'esprit ici, et puis tout ton corps, c'est plein de tentacules qui cherchent à, à hurler que peut-être qu'il y a autre chose. En fait, j'ai échoué à être normal. Je me suis battu pour être comme tout le monde à payer, tu vois, genre, et surintellectualisé pour savoir peut-être que finalement, il y a des codes, tu sais, ça me fait marrer quand on parle. Je pense qu'il y a une dérive dans la vie, c'est de devenir un expert. Et mon but, je veux pas du tout être un expert, je dis juste ce que je ressens, ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, je souris quand je vois et je comprends la difficulté des relations humaines, hommes-femmes. Mais c'est normal que ça peut pas marcher. Pas que, comme on est dans une société qui nous fait croire que le bonheur ou la relation entre un homme et une femme, ça doit être un parc d'attractions permanence, c'est sûr qu'il y a des déceptions. Et si les Oui. gens cherchent dans la relation, pardon, vas-y, Ah, ben, oui, c'est clair. c'est un truc, Ça amène des déceptions, ouais. et on t'apprend pas ça à l'école. Moi, j'ai vécu avec toute une cohérence idéologique où en fait, si tu es gentil, si tu la ramènes pas et que tu gagnes un peu d'argent, bah tu vas avoir une vie heureuse. Et en fait, c'est complètement faux. Mm. C'est- Et j'ai ouvert la porte pour comprendre mon masculin ou mon âme, pour comprendre le féminin par amour, pas par stratégie. Et aujourd'hui, je pense que les relations, c'est une opportunité d'un travail sur soi. Je pense même que aujourd'hui, à cause de la culture, on nous fait croire que si tu te sens pas bien dans ta relation, donc c'est la faute de l'autre, donc tu peux te barrer. Alors que c'est comme dans la méditation, plus c'est chiant, plus ça fait son travail. Tu vois, quand tu te dis putain merde, je peux pas tenir plus de 2 minutes, ça veut dire que ça marche. Et le problème, c'est qu'on est. Je pense que les relations hommes-femmes, c'est l'une des plus grandes machines de développement de soi, parce que quand tu réussis à dépasser ce que la culture du moment te dit ou tes angoisses, et que tu fais le travail d'aimer l'autre et d'aimer ce que tu n'aimes pas chez l'autre, et ça devient. Je suis sûr, je crois même que les relations hommes-femmes peuvent marcher dès que les deux comprennent que c'est dans l'inconfort qu'il y a les opportunités. C'est dans la difficulté que. Et je Mm. parle pas d'aller voir un conseiller pour expliquer comment il faut écouter l'autre, mais comme on est comme deux personnes qui seraient sur un champ de bataille, tu vois, eh ben, il y a nécessité de, d'aimer l'autre, de se comprendre. Et c'est comme, il y a des moments quand l'enjeu est tellement balèze que des fois, on se comprend juste avec un regard. Il n'y a pas de conversation,
question, qualité de communication. Et c'est marrant, c'est marrant. Je viens de réaliser qu'en fait, je cherchais l'amour dans un système qui ne peut pas en donner, qui est celui de se conformer à cette société et à cette culture de prétendre d'être en joie et que la vie, Ah, ça serait juste de la joie. dans un système, en fin de compte, qui est dans la demande et qui est dans le je mendie l'amour, je mendie parce que je suis en manque et donc de la même manière que je manque d'argent, je vais aller mendier potentiellement. Et ben là, je suis en manque d'amour, je vais aller mendier l'amour dans une relation X avec quelqu'un qui est censé me l'apporter sous la forme dont j'ai envie. Sauf qu'en vérité, c'est pas ça dont j'ai réellement besoin. Ce dont j'ai réellement besoin, c'est d'aller regarder la boucle, faire la boucle sur moi-même, regarder ce que j'ai pas guéri en moi pour me nourrir moi de moi-même de cet amour et après de revenir dans la relation en étant plein. Et donc, du coup, je viens pas chercher à prendre chez l'autre quelque chose qui me manque. Je viens donner et j'offre dans ma relation ce que je suis capable d'offrir à ce moment-là. Et de la même manière, l'autre, s'il est dans la même démarche, bah, c'est quelque chose ça devient un gagnant-gagnant. Et donc, plus quelque chose où je viens compenser ce qui me manque à un instant T, quoi. Ouais, carrément. C'est, en fait, plus j'aime, plus j'assume mon amour pour l'autre, et c'est comme si j'avais attendu de la vie qu'elle me donne de l'amour comme un système de validation, comme quelque chose qui me valide, qui me donne du plaisir, donc un système égoïste, parce que j'avais besoin d'une canne ou d'un... Et, et c'est marrant, aujourd'hui, j'ai plus ce besoin d'être aimé. J'ai du bonheur à voir l'autre, à m'émerveiller, hein. Et, mais j'ai plus le besoin. Peut-être que c'est temporaire. Je ressens plus le besoin que l'autre m'aime. C'est agréable quand on est aimé, hein. Mais ça fait un peu peur. Se dire, bien, putain, Ah, tu t'aimes suffisamment pour pas avoir besoin de l'autre. Après, bah, si tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie d'être et que c'est réciproque, bah, c'est magnifique. Je veux dire, tout le monde, ouais, enfin, vous en serez tous les deux bénéficiaires, mais c'est plus l'indispensable, c'est plus la béquille qui effectivement va venir compenser là où ça cloche, quoi. Donc c'est quelque chose qui vient nourrir mutuellement et non pas compenser. Et ça n'a plus rien à voir. ouais, carrément. Et, et, et toi, comment t'en es où, toi? Est-ce que t'es dans une quête ou est-ce que maintenant t'es arrivé à un point où tu vis les choses sans... Est-ce que t'as des choses qui te gratouillent le cœur encore ou l'esprit ou est-ce que maintenant t'es dans le vivre? Alors, je suis de plus en plus dans le vivre, mais non, il y a encore des choses qui viennent me gratouiller, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de lieu de vie fixe, et longtemps, ça a été, voilà, je voyais que ça me mettait dans de l'insécurité et tout, mais là, aujourd'hui, bah, ça me va bien. Dans 10 jours, je sais pas où je suis et je suis OK avec ça. J'ai pas de relation amoureuse aujourd'hui et bah, un peu comme toi, ça- oui, dans l'absolu, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Enfin, je sais pas dans l'absolu, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais je sais que je peux plus rencontrer des personnes avec qui il y a pas suffisamment de choses qui ont déjà été vues et regardées parce que euh, je veux pouvoir donner, mais je veux pouvoir recevoir avec quelqu'un qui, de la même manière, comprend ce que c'est que donner et qui vient pas juste compenser quelque chose qui lui manquerait en me rencontrant. Et moi, de la même manière. Et bien évidemment que je sais que je vais être confronté aussi à des choses, mais comme tu disais, bah, si j'ai suffisamment d'intelligence pour pouvoir aller le déposer avec la personne avec qui je suis en face, bah, on va grandir ensemble. Donc,
Euh, je dirais, il y a plein d'endroits potentiellement où je vais être challengé, mais pour l'instant, j'y suis pas, mais ça viendra quand ça viendra. Mais il y a une forme de tranquillité par rapport à ça et de confiance. Donc, il y a plus la quête il y a longtemps eu une quête spirituelle, une quête d'éveil, une quête de bien-être, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose qui est passé. Pour autant, je vois que je suis dans une démarche de continuer à regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'introspection. Et donc, dès que je suis dans un échange, dans une situation, de voir ce qui se passe pour moi, de voir ce que ça me fait. Et donc, de toujours aller observer ça pour pouvoir, entre guillemets, dépasser le point s'il y a un point à dépasser à ce moment-là. Mais avant, je faisais les choses pour pouvoir aller mieux parce que j'étais pas bien. Aujourd'hui, je fais les choses plus parce que j'en ai envie, en fin de compte, et ultimement, je dirais, ça va m'amener à des endroits de découverte de moi naturellement, mais c'est plus pour aller bien parce que je vais déjà bien. Donc, Ouais, je peux encore aller mieux et je peux être encore beaucoup plus joyeux et positif sur la vie et confiant. Mais parce que pour moi, il y a pas de limite, mais c'est plus la, l'origine de la mise en mouvement n'est plus la même, je dirais, à l'intérieur de moi, tu vois. C'est pas je fais ça pour forcément guérir ou aller mieux ou faire quelque chose. Je le fais parce que ça m'appelle. Tu vois, comme je te disais, quand j'ai fait ma retraite, j'avais envie de faire ma retraite, ça m'appelait. C'était pas pour aller guérir spécialement quelque chose à l'intérieur de ouais. moi, c'est juste que parce que ça me fait plaisir d'aller faire ces choses dans ce cadre-là, de rencontrer ces gens-là, de le faire dans un groupe, et ça continue à m'animer, quoi, tout simplement. Ouais, non, c'est génial, ça me fait penser à... J'adore ces moments où tu te lèves et tu dis, tiens, je vais aller faire ça. Et, euh, et je le fais des fois, j'ai des plaisirs solitaires où le week-end, je pars et je me lève, je prends mon maillot de bain, on sait jamais, et je marche 2 heures, 3 heures, et là, je me retrouve devant l'océan, je me mets à nager comme un gamin et tout, mais c'est un truc... j'ai encore des petits freins de me dire, merde, est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir tout seul, tu vois? Mais c'est émouvant de voir le parcours de quelqu'un hein, qui, après de multiples tâtonnements, je, moi, je crois que je suis encore en train de résoudre des trucs et il y a encore des épreuves douloureuses de compréhension intellectuelle pour aller aux prochaine étape, mais je sens que ça a payé tout ça. C'est incroyable. Je peux même pas le quantifier. Même au boulot, je parle avec des gens, j'ai l'impression que je suis la même personne en toutes circonstances. Je me retrouve à parler au boulot avec des gens que je connais à peine et je me présente comme ça, sans avoir peur de et en fait, je me rends compte que j'ai grandi avec énormément de peur et d'idées préconçues hein, qui étaient fausses. Et là, Mm. et là, j'accepte de peut-être que je serai perçu de la manière dont je dois être perçu, mais c'est pas grave. Et c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Jamais j'aurais pu imaginer le résultat de cette quête. C'est comme si j'arrivais à des bonheurs, à des joies, peu importe le lieu où je suis. C'est complètement. Euh, et si j'avais l'argent, j'irais dans le Maine, devant un lac, et connecté avec le monde, la nature, les gens. Je serais dans un safari de vie à, à avoir des interactions magnifiques, humaines, comme avec toi là en ce moment là, tu vois. Et Mais et qu'est-ce qui t'empêche de le faire à Santa Monica? je le fais à Santa Monica, mais il y a un Ok. côté, il y a un côté, il y a un côté symbolique. Tu sais, il y a des fois, il y a des lieux parce que moi, j'ai autant de plaisir à être en Norvège ou à être à Maui, tu vois. Mais le Maine, il y a quelque chose de...
Il y a quelque chose de moi en moi de très mélancolique où j'aime la difficulté des saisons, leur variété, parce que ça, j'ai une forme de perception. J'arrive à percevoir les finesses, les variations, les richesses. Et quand c'est l'hiver, je vois ça comme un trésor parce que tu es obligé de bouger. Tu es obligé, tu vois, tu peux pas. Quand je suis dans le Maine, je peux pas regarder mon téléphone ou écouter un podcast. Je peux pas être sur. Il faut aller méditer devant un lac, il faut aller se balader, faut aller. C'est comme si c'était un appel à activer ton corps, ton âme, tout Hmm. ça, quoi. Et alors que quand je suis dans le Maine, c'est plutôt. Après, tu peux vivre ces mêmes émotions partout, mais il y a un symbole derrière le Maine parce que on a Ouais, parce peut-être que là, plus la. c'est un espace où toi, ça t'appelle ça, quoi. Pas uniquement, il y a aussi des moments, des lieux qui nous apparaissent à des moments symboliques de nos vies, hein. Tu as eu une rupture ou une épreuve et d'un seul coup, tu te retrouves quelque part en France ou quelque part en Écosse et puis d'un seul coup, l'Écosse devient ton repère, ton phare. Et, euh, et, euh, et ce qui est fascinant, c'est que dans le Maine, ils sont tous blancs. Tous. Donc, et c'est marrant parce que comme, voilà, je t'en avais parlé la dernière fois, mais j'aime vraiment l'humain. Et j'ai des tentations de découvrir l'humain dans ses pires moments. Pas pour me mettre en danger, mais parce que je me rends compte que cette vie, c'est quand même un cirque où tout le monde fait semblant et au fond, il y a toujours un petit enfant ou quelqu'un qui cherche à juste une étreinte et j'arrive à le voir parfois et comme j'arrive à le voir, ma lumière dans le contact à l'autre, elle est naturelle. Hmm. Je vois pas les gens. C'est-à-dire, je peux voir quelqu'un de très riche. Et je vais avoir de l'amour qui traverse ces vêtements hyper coûteux derrière, ou quelqu'un de très modeste, et de voir autant de lumière, voire plus derrière. Et je suis en émerveillement permanent. Et je me marre parce que plus je l'assume et plus mon contact au monde devient de plus en plus riche et beau. Je- Tu sais ce qu'on dit, c'est que en fait, on crée. C'est un truc, on aurait pu en parler pendant des heures. C'est que la pensée est créatrice du réel. Donc si toi tu penses que l'autre est raciste, ben il y a forte chance qu'il soit raciste. Oui, qui vont en rencontrer plein, oui. Ouais, carrément. Et, euh, et moi, quand je suis dans le Maine, je vois aucun racisme, rien. Et je me rappellerai toujours, j'étais en balade au tréfonds. Il y a quand même des endroits quand tu montes plus au nord vers le Canada où tu peux entrer dans des poches où il y a le côté redneck. Et une fois, je me baladais avec mon bonnet. Ma- et là, j'arrive devant des maisons avec des couples un peu âgés qui ont l'air d'avoir peur et tout. Et je passe devant un couple et ils avaient un chien énorme. On aurait dit un lion, un truc, mais tu vois, ils étaient là en train de le tenir et tout. Et moi, je suis arrivé en total naturel avec un petit frisson en me disant peut-être qu'ils vont flipper et que je vais me ramasser tu vois, une troupe de gars qui vont me poursuivre parce que je suis bronzé. Et en fait, non. J'étais en sourire, j'ai fait ce qu'on doit faire dans la vie, quoi. Je leur ai dit bonjour, j'ai souri et j'ai pas exprimé de jugement ni de peur. Et donc, ils étaient. Ça se passe, je crois, en 2-3 secondes entre Ah à ouais, ouais. mesure. Donc, Oui, oui, tu sais tout de suite, enfin, le corps sait, tu sens dans ton corps et tu sais, enfin, quand tu rentres dans une pièce où tu sens l'ambiance et c'est quasi immédiat. Tu veux dire, tu n'as pas besoin de passer par l'analyse, enfin, ça passe même pas par l'analyse. De toute façon, ton cerveau, ouais. il n'est pas efficace pour ça. Et ce qui est fascinant, c'est que toutes les épreuves que j'ai traversées, tout le travail que je fais et tout, m'a permis petit à petit de m'écarter de la peur et d'être dans l'amour. Et quand il y a l'amour, il n'y a plus de peur, donc tu peux pas générer la peur chez l'autre. Tu peux pas, tu vois. Bien sûr, si je m'étais baladé de manière ostentatoire avec une djellaba, ça aurait foutu la merde. Je... mais aujourd'hui, j'ai du mal, hein. Là, je peux en partager avec toi,
sans paraître pour un fou, mais il y a des plaisirs dans cette vie, mais incroyables, incroyables. Tout le reste à la fin, ça te fait, c'est rigolo, quoi, d'essayer d'acheter un billet pour aller dans un pays, une contrée, pour aller dans un club de tourisme. Enfin, c'est, euh, c'est pour ça que même, j'en parle rarement, je devrais un jour m'en remettre, c'est que ce qui m'a sauvé, c'est l'art. Et tu dois connaître Paul Auster, non? De nom, oui, j'ai Non. jamais lu, mais Oh. Paul Auster, bon, c'est magnifique, c'est un classique, c'est la manière dont il raconte la vie, mais il y a des auteurs qui, en fait, tu sais, qu'ils aiment l'humain, et ça transparaît dans leur écrit. Et un jour, je lirai peut-être un autre auteur américain, parce que moi, venant de France, avant d'arriver aux États-Unis, ben, j'étais assis sur des certitudes en me disant, putain, la France, c'est héritage, plusieurs milliers d'années. L'anglais, c'est quand même un truc pourri. Nous, on a cette richesse où on est la forme, le vocabulaire, il y a vraiment une puissance. Et j'étais là encore dans l'exaltation, la fierté. Et je vais aux États-Unis où je me dis, ah ouais, bah, évidemment, hein, c'est vraiment niveau raffinement, c'est bas, quoi, tu vois. Et après, tu commences à faire le travail et j'ai découvert des auteurs. euh, 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 En fait, c'est comme si en fait le fin, la richesse était presque indépendante de la langue. Donc j'ai lu ce mec qui me fascine, c'est Raymond Carver. Euh, c'est lui qui a inspiré la série Six Feet Under à l'époque. Je lis ce qu'il lit, c'est tellement beau que ça, on dirait de la science-fiction. Il y a un truc, le mec il voit des trucs et j'ai l'impression de voir un autre athème et avec une brillance dans l'écriture et donc et donc je suis ému, je suis ému par et je peux pas partager ça beaucoup parce que tu passes, j'ai l'impression que tu passes pour un fou. Enfin, c'est moi encore qui ai encore des peurs hmm. ancestrales, hein. Mais j'aimerais communiquer tout ça. Là, je peux le faire avec toi, mais j'ai peur de passer pour un. J'ai peur Écoute, d'apparaître pour un égoïste. non, non, mais écoute, je te propose peut-être d'arrêter là pour aujourd'hui, mais ça pourrait Carrément. être le prochain thème d'un échange sur la folie, justement, ou tu sais, l'idée de passer pour un fou, parce que c'est des choses que j'ai traversées aussi de plein de manières, on en avait déjà un petit peu parlé, mais je pense que ça peut être un échange intéressant, tu vois. Mais carrément, carrément. Et merci de recadrer parce que moi, j'ai rarement l'opportunité d'avoir des échanges comme ça. Et pour moi, quand je parle de cet esprit, de cette ambiance un peu science-fiction, c'est, le monde normal est tellement pesant que quand j'ai une interaction humaine, je fais vite en disant que c'est la science-fiction ou bien quand je suis assis sur un caillou avec quelqu'un à regarder les étoiles ensemble, ça devient de la science-fiction parce que cette réception de la poésie et tout ça est tellement rare. Enfin voilà, Ok. c'est la Du coup, conclusion, ouais, bah, on va arrêter sur cette conclusion. Je vais carrément. arrêter l'enregistrement.